médianes qui sont assez importantes, des xyphopubiennes. Il y a un certain... Donc il faut quand même dire que de plus en plus, en fonction de l'opérateur, si on a des arguments parce qu'on a fait un scanner, donc si c'est une péritonite appendiculaire, il y a beaucoup de gens qui vont faire cette chirurgie en célio. D'accord, une péritonite appendiculaire, on peut faire de la célio. On peut retirer l'appendice en célio et on peut bien laver avec la célio. Pareil pour la perforation d'ulcères gastriques ou duodénal. De plus en plus, on arrive, on met un trocar et on voit tout de suite le trou à la face antérieure de l'estomac. Donc c'est facile de le suturer en célio. Surtout si ça n'a pas trop traîné, s'il n'y a pas trop de fausses membranes. Souvent les ulcères perforés, on les opère en célio. D'accord, et les péritonites appendiculaires. Mais bon, quand il s'agit de péritonite post-opératoire ou les plaies par arme blanche, ou dès qu'on a le moindre doute ou que la péritonite est très évoluée avec beaucoup d'épanchements dans la cavité intra-abdominale, où le patient est fragile et qu'il ne pourra pas supporter la célio, donc on fera une grande incision pour pouvoir tout explorer. Une fois qu'on a ouvert le ventre, la première chose qu'on va faire, c'est faire des prélèvements. On va prélever le liquide. Dès qu'il y a du liquide, on le prélève, peu importe la couleur du liquide, d'autant plus s'il est purulent. On fera deux petits flacons qu'on va envoyer tout de suite en bactériaux. Et après, on va traiter la cause. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Soit c'est une péritonite appendiculaire, et là, on va faire une appendicectomie. Donc on va retirer l'appendice. Appendicectomie, lavage, drainage. Soit c'est une péritonite par perforation d'ulcère, donc on va suturer l'ulcère, pareil, lavage, drainage après. Soit c'est une péritonite par désunion anastomotique, parce qu'il y a 7 jours ou il y a une semaine, on a fait une anastomose qui n'a pas tenu, qui a lâché. Donc là, l'anastomose, elle est complètement ouverte dans le ventre. Donc là, on va mettre en stomie les deux bouts parce qu'on ne pourra pas refaire une nouvelle anastomose. Donc c'est mise en stomie, pareil, lavage, drainage. Peu importe. Donc on traite vraiment la cause, donc traitement de la cause. Pareil pour la vésicule. Il y a des péritonites par perforation vésiculaire. D'accord ? Donc pareil, cholécystectomie, lavage, drainage. Donc chaque fois, on traite la cause et toujours après, c'est lavage, drainage. Ce temps de lavage péritonéal est très important. Donc il faut pas hésiter à laver le malade jusqu'à ce que vraiment jusqu'à ce que l'eau qu'on aspire devient vraiment propre. Donc souvent on est amené à laver avec 10 litres d'eau, c'est pas un problème. Faut vraiment prendre c'est du sérum physiologique qu'on prend. Donc il faut vraiment demander à la penseuse d'apporter du sérum physiologique chaud. Parce que souvent, ces malades tièdes, et elles le réchauffent au micro-ondes, souvent ces malades sont déjà en choc septique. Donc si vous leur rajoutez la part d'eau froide, vous allez les aggraver. Donc vous prenez du sérum physiologique chaud et vous lavez jusqu'à ce que vraiment ça devienne propre. Il n'y a plus de pus, plus de sel, plus de sang, plus rien. D'accord ? Et donc le dernier temps de l'intervention, c'est vraiment le drainage. Pourquoi ce drainage ? Parce que, bien sûr, vous allez laver, mais vous allez pas pouvoir tout réaspirer. Et si vous laissez encore de l'eau dans l'abdomen avec un tout petit contingent de bactéries, il y aura forcément un abcès qui va se créer. Et cet abcès va se créer dans les parties les plus déclives, parce que le malade il va rester au lit, donc c'est soit en soufrénique, soit dans le Douglas. Donc vous allez souvent drainer ces parties-là. Donc souvent on met des gros drains ou des lames dans le pelvis, dans le Douglas des malades, le plus déclive possible pour réaspirer tout ce que vous n'avez pas réussi à réaspirer. D'accord ? Ou quand il s'agit, ça c'est pour les péritonites appendiculaires, ou pour les péritonites par exemple biliaires, vous mettez vraiment un drainage en regard de l'endroit où vous avez opéré. Alors, qu'est-ce qu'on va surveiller ? Donc le malade, il est opéré, il est fermé, il passe en salle de réveil ou en réanimation pour être stabilisé. Donc vous allez devoir le surveiller et rechercher donc les signes généraux, donc voir l'hémodynamique. Est-ce que le malade, après être opéré, il a encore besoin de noradré ? Est-ce qu'il a encore besoin d'amines vasopressives ? Parce que ça, c'est mauvais. En général, une fois qu'il a été opéré, bien drainé, bien nettoyé, normalement, on devrait baisser, voire arrêter complètement les amines vasopressives.
Donc, comment est l'hémodynamique de ce patient? Est-ce que la tension est bonne? Est-ce qu'il est toujours tachycarde? Est-ce qu'il a toujours de la fièvre? La diurèse, c'est un excellent moyen de se rendre compte du retentissement de la péritonite sur l'état général du malade. Est-ce que le malade pisse? Souvent, les malades ont des sondes urinaires. Donc, sonde urinaire, voilà, dès qu'il arrive, on pose une sonde urinaire. On la laisse bien sûr pendant le bloc. On va la garder quelques jours après le bloc, justement pour évaluer cette diurèse. La fonction respiratoire, puisque toute péritonite peut se compliquer d'un syndrome de détresse respiratoire, et la fièvre. D'accord? Est-ce que le malade continue à faire de la fièvre une fois qu'il est opéré? D'accord? Alors les signes locaux, donc effectivement, est-ce que le malade a repris un transit? Est-ce qu'il a des gaz? Je vous rappelle que le transit, c'est les gaz. On s'en fiche de savoir si le malade a des selles ou pas. Quand on parle de transit ou arrêt, vous allez voir dans le cours sur l'occlusion, on parle de transit, c'est les gaz. C'est ça qui est le plus important. Et bien sûr, la disparition des signes péritonéaux. Donc, quand vous revoyez ces malades en urgence, en réanimation, il faut quand même réexaminer leur ventre, bon, avec délicatesse parce qu'ils ont une grosse balafre sur le ventre, mais quand même, il faut savoir si le ventre est souple ou pas. Parce que s'il continue à avoir mal au ventre, c'est qu'il y a probablement un abcès qui va se former ou qui est en train de se former. D'accord? C'est pour ça que les externes ou les stagiaires, quand ils passent dans le service, la première plainte chez nous, c'est que tous les malades sont déjà opérés, on ne peut pas les examiner. C'est faux, parce que sûr, vous ne pouvez pas trop appuyer sur son ventre parce qu'il aura mal et que vous ne savez pas trop faire la différence entre la douleur de la cicatrice et la douleur d'une complication. Mais un malade qui est en train de se compliquer après une opération a la même défense ou la même contracture que le malade qui a le ventre vierge. D'accord? Donc, il faut s'entraîner à examiner également les ventres des malades opérés. D'accord? Parce que souvent, même s'ils ont une petite douleur sur le ventre, ils ont quand même le ventre souple. D'accord? Donc, ça, pour savoir ventre souple, défense, tout ça, il faut examiner même des malades opérés. Et enfin, les signes biologiques. Donc là, toute l'importance de la NUM que vous avez fait en pré-op, le malade qui a 20 000 blancs avant l'opération, et s'il a toujours 20 000 blancs à J2 de l'opération, c'est pas normal. D'accord? Il faut voir une cinétique, pareil pour la CRP, une cinétique de décroissance du syndrome inflammatoire. Et donc, la fonction rénale, il faut aussi qu'elle s'améliore. Donc, quand vous avez opéré votre malade et que malgré l'opération, il continue à être pas bien, d'accord? Il faut savoir évoquer assez vite une complication, d'accord? Que ça soit une complication médicale ou une complication chirurgicale. Donc, soit vous avez fait une suture, par exemple péritonite appendiculaire, je vous ai dit, le traitement c'est appendicectomie, c'est-à-dire que vous allez mettre une boucle sur l'appendice et que vous allez le couper au-dessus. Ou alors, perforation par une serre duodénale, vous faites une suture. Eh bien, il se peut que cette suture, comme je vous ai dit, que toute suture faite ou toute anastomose faite en milieu septique, elle est à risque. Donc, il se peut que la suture que vous avez faite sur l'estomac, dans un certain nombre de cas, elle ne tienne pas. Il y a ce qu'on appelle un lâchage de suture ou une désunion, si vous avez fait une anastomose, une désunion anastomotique. Donc, si le malade ne va pas bien en post-opératoire, il faut évoquer ça, le lâchage de suture. Après, il faut évoquer, comme je vous ai dit, des abcès résiduels. Donc, soit en soufrénique, en dessous des coupoles, soit dans le cul-de-sac de Douglas. D'accord? Donc, si le malade n'a pas été bien drainé, si le drain que vous avez mis en péropératoire a bougé, parce que vous l'avez mis, puis vous n'avez pas fait gaffe, vous l'avez fixé à l'extérieur sur la peau, mais lui, entre-temps, il a bougé. Donc, il ne draine pas du tout là ce qu'il était censé drainer. Donc, tout ça, il y a quand même un risque qu'un abcès se forme. Donc ça, c'est vraiment les complications, on va dire, très liées à la chirurgie, très liées à votre geste, et c'est un défaut technique. Après, il y a toutes les complications médicales. Donc, infection urinaire. Le malade, comme je vous ai dit, dès que vous l'avez vu aux urgences, hop, il était un peu obnubilé, hop, il était un peu en choc, vous lui avez mis une sonde urinaire pour surveiller la diurèse. La sonde, vous l'avez gardée pendant le bloc, et puis le malade est resté 3 jours en réa, ce qui fait qu'au bout d'une semaine, il a toujours sa sonde. Donc, quand il va remonter chez vous dans votre service, il va faire de la fièvre. Vous n'allez pas savoir si ça vient, parce que J7, ça correspond souvent. Vous savez que les désunions anastomotiques, pour nous, pour les chirurgiens,
entre J5, 5e jour post-opératoire, et 7e jour post-opératoire, c'est une période très à risque. C'est à ce moment-là que les sutures lâchent. D'accord? On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Avant, il n'y a pas de, sauf s'il y a vraiment un défaut technique, on n'a pas fait l'anastomose, on a fait 3 points sur toute la circonférence du grêle, c'est n'importe quoi. Mais si on a bien fait l'anastomose, il y a souvent une période à risque entre le 5e et le 7e jour où cette anastomose peut fuir, d'accord? Donc c'est à ce moment-là un peu que les malades remontent et tout. Et dès qu'ils ont de la fièvre entre J5, J7, J8, on fait tout de suite un scanner parce qu'on a peur de cette désunion d'anastomose, d'accord? Mais donc voilà, donc vous évoquez également l'infection urinaire, et là vous faites un ECBU sur la sonde, vous envoyez, vous pouvez même changer la sonde s'il y a une infection urinaire, soit vous la retirez parce que le malade n'a plus besoin de la sonde, soit vous la changez s'il a besoin. Après, il faut toujours évoquer une insuffisance de traitement, ça c'est du bon sens. L'antibiotique que vous avez mis, je vous rappelle, c'était de l'augmentin associé à un aminoside, que vous avez mis comme ça à large spectre avant l'opération. Est-ce qu'il a été réadapté aux germes que vous avez trouvés? Est-ce que vous avez trouvé des germes? Est-ce qu'ils sont couverts par les antibiotiques? Est-ce que c'est le bon dosage? Est-ce que si on a retrouvé des levures, est-ce qu'on a pensé à mettre un traitement antifongique? Parce que les levures, ça, l'antibiotique, il ne fait rien sur les levures. Après, il y a enfin la cause de phlébite, d'accident thromboembolique. D'accord? Une phlébite, un malade qui est alité, en plus du fait qu'il soit alité, il est septique, donc il y a une part il y a le fibrinogène qui monte, donc il y a tous les facteurs de la coagulation qui sont activés. Il peut faire une phlébite, d'accord? Ou alors il peut décompenser une autre pathologie, une comorbidité, une pathologie qu'il avait avant, d'accord? Donc ça, c'est un peu les causes qu'on va évoquer dès qu'il y a une complication, que ce soit de la fièvre ou le malade qui n'évolue pas comme il devrait en post-opératoire d'une péritonite. Donc là, on va revoir un peu les points clés que vous devez retenir du cours. Donc fin de toute péritonite secondaire, parce que les primaires, on s'en fiche un peu, et les tertiaires aussi, mais toute péritonite secondaire, donc par infection ou par perforation d'un organe creux, c'est une urgence chirurgicale. Le diagnostic est toujours clinique, d'accord? Donc vous posez, l'urgentiste, il pose le diagnostic, d'accord? Il vous appelle, j'ai une péritonite, j'ai une contracture, pour vous c'est une péritonite, d'accord? Attention bien sûr, donc attention d'une part donc, à la défense qui a la même valeur que la contracture, et c'est assez rare, moi personnellement, j'en ai pas vu tellement enfin, il faut vraiment arriver à un stade assez avancé pour voir une contracture généralisée. Souvent on voit la défense, c'est-à-dire que voilà, on arrive à décomprimer un peu l'abdomen et puis tout de suite il y a une résistance, et ça a la même valeur, c'est aussi un signe d'irritation péritonéale. Attention à tout ce qui est obèse, patient immunodéprimé, patient âgé qui n'a plus de muscles, patient dans le coma, qui vont avoir des signes amoindris, qui ne vont pas être aussi typiques que ça. Donc les examens paracliniques, que ce soit la bio ou le scanner qui vous dit tu auras le scanner dans 6 heures ou je ne sais pas, il ne faut pas qu'il tarde la mise en route du traitement. D'accord ? Donc leur but, c'est juste de voir le retentissement. Et souvent, ils nous donnent un argument sur l'origine, d'accord? Mais dès que vous avez, en gros, dans la vie de tous les jours aux urgences, dès que vous dites au radiologue, j'ai une suspicion de péritonite, c'est soit l'appendice, enfin, il y a une péritonite, votre scanner, il passera en prioritaire. Et souvent, enfin voilà, ça il faut retenir dans les questions d'internat. Est-ce que vous attendez le scanner pour mettre le balade au bloc? Bien sûr que non. Mais en réalité, vous avez toujours votre scanner assez rapidement. D'accord? Vous allez voir, vous allez prendre des gardes bientôt où vous venez avec nous dans les services ou aux urgences pour voir un peu les patients. Donc en général, le scanner, on l'a assez vite. Et bien sûr, c'est beaucoup plus simple d'opérer quelqu'un si on sait qu'on part sur une péritonite appendiculaire. Vous imaginez, les péritonites appendiculaires, on les fait en célio. C'est mieux pour le patient que de se retrouver avec la grande xyphopubienne
et pour finalement une péritonite appendiculaire. Donc voilà. Mais encore une fois, vous attendez pas, vous n'êtes pas obligé d'attendre le scanner pour faire votre traitement. D'accord ? Les 3 causes les plus fréquentes, c'est la perforation d'ulcère gastrique ou duodénal, l'appendicite perforée et la perforation de diverticules sigmoïdiens. D'accord ? Donc, comme on a dit, quand on suspecte dans le tableau clinique d'une perforation d'ulcère, la douleur, elle est épigastrique, elle est d'emblée brutale, il n'y a pas de fièvre, la contracture, elle commence en épigastrique et sur les examens d'imagerie, on a du pneumopéritoine. D'accord ? Faire une fibroscopie, vous savez que l'ulcère gastro-duodénal, il est diagnostiqué à la fibroscopie. Et du moment où on suspecte une perforation d'ulcère, il est contre-indiqué de faire une fibroscopie parce que vous allez aggraver les choses. Parce que la fibro, vous injectez, vous rentrez avec une petite caméra, vous gonflez l'estomac, et vous allez, s'il y a un trou, s'il y a une brèche dans la paroi gastrique, vous allez l'aggraver. Donc la perforation diverticulaire, c'est un patient plus âgé, la douleur elle est en fosse iliaque gauche, il y a surtout au premier plan, il y a des signes infectieux, le malade qui a de la fièvre, qui a une hyperleucocytose. Les signes péritonéaux apparaissent en général, sont un tout petit peu retardés. C'est jamais, même si le diverticule, il pète à un moment T, souvent. Le diverticule, il ne pète pas sur plusieurs heures. Mais souvent, les signes sont c'est une douleur assez rapidement croissante, d'accord ? C'est pas aussi brutal que la douleur de perforation d'ulcère, c'est quand même rapidement croissante, ça va de 12 heures à 24 heures en général. D'accord ? Et souvent, ça peut être donc, elle est maximale en fosse iliaque gauche, mais c'est l'ensemble de l'abdomen qui est douloureux. Et souvent, il y a une petite part d'iléus aussi. Vous savez, l'iléus, c'est l'intestin qui est paresseux. C'est-à-dire que le malade peut être un peu nauséeux, il va vous dire qu'il a moins de gaz ou il a plus de gaz, il a plus de sel, voilà. Et ce qui est important pour la perforation diverticulaire, comme pour la péritonite appendiculaire, c'est que le toucher rectal, il est douloureux. D'accord ? C'est des signes d'irritation péritonéale. En général, le cul-de-sac de Douglas, il est très inflammatoire. Donc la péritonite appendiculaire, notre troisième étiologie, les signes débutent en fosse iliaque droite. C'est un patient jeune. Je vous rappelle, il n'y a pas de pneumopéritoine ni à l'ASP ni au scanner. Et le TR est douloureux. D'accord ? Enfin, pour tout traitement pour toute péritonite secondaire, le traitement, il y a trois volets. Il y a la partie symptomatique où il faut faire assez vite le bilan, savoir quels sont les troubles hydroélectrolytiques, la part d'insuffisance rénale qu'il a, et mettre des voies, mettre des antalgiques, faire le bilan préopératoire. Ensuite, on débute des antibiotiques à large spectre. Et en troisième, on fait le traitement chirurgical. Au cas par cas, on traite la perforation, on enlève l'organe perforé, sauf pour l'estomac. On ne fait pas une gastrectomie, on suture. Si c'est un ulcère, on suture, on ne fait pas de gastrectomie. D'accord ? Et surtout, on lave bien la cavité péritonéale et on fait des drainages pour éviter les abcès résiduels. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?